Emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier, c'est de plus en plus compliqué. D'abord, vous avez les taux qui ont énormément monté et qui vont continuer à monter puisque la Banque Centrale Européenne vient de monter ses taux. Donc les taux vont continuer à augmenter, ils devraient être aux alentours de 5% à la fin de l'année. Du coup, vous avez beaucoup d'acheteurs qui sont sortis du marché immobilier, qui ne peuvent pas emprunter à des taux aussi élevés. Et puis, vous avez l'apport personnel qu'on vous demande de plus en plus important. Les banques veulent que vous apportiez de plus en plus d'argent pour pouvoir acheter votre bien immobilier. Eh bien, il y a un nouveau critère qui vient juste de sortir et qui va encore compliquer l'achat immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, les banques ont encore compliqué les critères pour pouvoir acheter de l'immobilier. En fait, elles regardent ce nouveau critère comme extrêmement important et franchement, elles n'ont pas tort. Vous voyez, ce n'est pas une vidéo contre les banques que je vais faire là. Elles n'ont vraiment pas tort. Ce nouveau critère qu'elles regardent énormément, eh bien, c'est le DPE du bien immobilier que vous allez acheter. Et en fonction de ce DPE, vous allez avoir un taux plus ou moins important et vous allez avoir besoin d'avoir un apport personnel plus ou moins important. C'est un article de magnolia.fr. Prêt immobilier 2023, quel est l'impact d'un mauvais DPE sur l'apport personnel ? L'accès au crédit immobilier est particulièrement semé d'embûches en cette année 2023. Les taux d'emprunt n'arrêtent pas d'augmenter. Vous savez qu'on était, là on est à un taux moyen qui est aux alentours de 4%. En janvier 2022, que je ne dis pas ce bêtise, on était à entre 1 et 2%. Là on est à 4 et on va passer à 5 d'ici la fin de l'année. Donc on a des taux qui augmentent de plus en plus. Les taux d'usure freinent les projets. Ça, c'est de moins en moins vrai parce que le taux d'usure, au début, c'était un véritable problème parce que la Banque de France augmentait son taux d'usure tous les trimestres et la BCE, Banque Centrale Européenne, augmentait, elle, son taux beaucoup plus rapidement. Donc le taux d'usure était sans arrêt rattrapé par le taux de la Banque Centrale Européenne. À la Banque de France, on s'est dit, bon, on va mettre quelqu'un quand même, parce qu'il y a besoin d'une calculatrice pour calculer le taux d'usure. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'un génie. Donc, ils ont décidé de le calculer, du coup, tous les mois. Et ils le mettent maintenant tous les mois. Et le taux d'usure n'empêche quasiment plus les emprunteurs d'emprunter. Ça, maintenant, ça devient un faux nez. Et les banques renforcent leurs exigences en matière d'apport personnel et d'épargne post-crédit. Alors, ce qui est vrai, mais c'est en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie dû au Haut Conseil à la sécurité financière, le HCSF. Vous savez que, alors ça c'est un Haut Conseil, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, c'est un Haut Conseil qui dépend d'un côté du gouvernement, de Bruno Le Maire, et de l'autre côté de la Banque de France. Et ce Haut Conseil, il édictait des règles, type, vous ne pouvez pas être endetté à plus de 35%, ou type, vous ne pouvez pas emprunter à plus de 25 ans. Et ça, c'était des règles qui n'étaient pas contraignantes. Et puis, à partir de janvier 2022, c'est devenu contraignant. Pile au moment où il ne fallait pas. Pile au moment où il ne fallait pas. C'est devenu contraignant. Du coup, les banques sont maintenant obligées de le suivre. Alors, malgré tout ça, il semblerait que, parce que les banques, le HCSF a donné aux banques une enveloppe de prêts sur lesquels elles peuvent déroger à ces règles, mais dans des conditions hyper strictes. Vous ne pouvez pas déroger pour faire de l'emprunt locatif, vous ne pouvez pas déroger pour faire ceci, vous ne pouvez pas déroger pour faire cela. Enfin, c'est assez strict. Bon, mais il y a quand même une enveloppe. Et les banques, elles, ne prennent pas la totalité de cette enveloppe. Donc, elles-mêmes, elles se restreignent visiblement. Mais voilà, donc les banques, oui, se restreignent, mais c'est en grande partie dû au HCSF. Elles portent aussi davantage attention au diagnostic immobilier. Un mauvais DPE peut faire achoper votre demande de prêt à l'habitat si vous n'êtes pas en mesure de financer les travaux de rénovation. Explication. Et c'est ça qui est assez important, c'est les travaux de rénovation en fait. Accès au prêt immobilier, attention au DPE. Les banques prennent en compte plusieurs critères pour accorder le financement d'un prêt immobilier
à commencer par votre capacité d'emprunt qui dépend de vos revenus et des taux d'intérêt du moment. Elles portent également leur vigilance sur 4 éléments. 1. Le taux d'endettement. Donc légalement, celui-ci ne peut pas dépasser 35% de vos revenus nets avant impôt, assurance de prêt immobilier incluse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu, c'est le HCSF, excusez-moi. Ça, c'est le HCSF qui l'oblige, et c'est pas forcément idiot, parce que la crise des subprimes qu'on a eue, quand l'immobilier américain s'est effondré, ça a été lié totalement à des gens qui empruntaient beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils pouvaient rembourser. Ils le faisaient en gageant la valeur de leur maison. Mais du coup, quand la valeur de la maison s'effondrait, ce qui a été le cas, eh bien, ils ne pouvaient plus rembourser. Donc ils se faisaient exproprier par la banque récupérait le bien, le mettait en vente, mais du coup, les valeurs des maisons s'effondraient encore plus. Et du coup, des gens qui ne pouvaient pas rembourser, qui avaient gagé leur prêt sur la valeur de leur maison, se retrouvaient encore plus gênés. Et devaient, à leur tour, ne pouvaient plus rembourser leur banque, et du coup la banque reprenait, et elle remettait sur le marché, etc. Et c'est pour ça qu'on a eu un effondrement total. Donc dire qu'on ne peut pas dépasser 35%, c'est pas idiot. Alors évidemment, 35% pour quelqu'un au SMIC et 35% pour Bernard Arnault, première fortune mondiale, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Bernard Arnault, il peut être endetté à 75-80%, il lui restera toujours suffisamment d'argent pour vivre. Ce n'est pas le cas de quelqu'un au SMIC. Mais il faut bien mettre une règle, et c'est cette règle qui a été édictée. Votre reste à vivre, il s'agit de la somme restant à disposition du foyer pour vivre décemment, une fois les mensualités de crédit remboursées. Il n'existe aucune réglementation à ce sujet, cela dépend de la politique de la banque, de la composition du foyer et de la localisation, le coût de la vie n'étant pas le même à Paris, dans une grande métropole ou dans une petite localité. Bon, là, assez normal et je dirais tout à fait logique, et j'aime bien parce que votre banquier, il vous connaît, il connaît votre reste à vivre, il habite souvent dans la même ville que vous, ou au moins dans la même région, puisque les décisions maintenant sont souvent régionales, mais au moins dans la même région, donc il sait qu'à Dole, le niveau de vie, c'est ça, et qu'à Marseille, c'est ça, et qu'à Bordeaux, c'est ça. Donc il est capable d'établir, voilà, vous avez une épouse, 2 enfants, votre foyer fait tant, il est capable d'établir. Donc ça, j'aime bien parce que c'est plus raisonnable. L'apport personnel. Face à la remontée des taux d'intérêt depuis 1 an et demi aux règles du HCSF, sur le taux d'endettement et sur la durée de remboursement plafonné à 25 ans, ça, ce que je trouve ridicule, je l'ai déjà dit, mais il n'y a aucune raison, à mon avis, dites-moi si vous pensez le contraire dans les commentaires, mais à mon avis, il n'y a aucune raison de limiter à 25 ans. J'achète une maison, elle est là pour 100 ans. Vous voyez, alors si en plus j'achète du très ancien type... j'ai plus le nom. Du haussmannien, voilà, à Paris, donc on est sur du très très ancien, du centre-ville à Paris ou à Lyon, etc. Bon, elle est là pour 1000 ans, ma maison. Mais, peu importe, mais de toute manière, si j'achète, c'est là pour une centaine d'années, minimum. Donc, qu'on me prête sur une centaine d'années, c'est pas fou. Après, si je décède, ou quand je décéderai, parce qu'il y a peu de chances que je la voie sur 100 ans, quand je décède, ou qu'on me prête sur 50 ans, mettons sur 50 ans, allez, quand je décède, mes héritiers ont 2 choix. Soit ils disent, cette maison, elle nous plaît, on garde le prêt à la banque et on continue à le rembourser. La banque n'a rien perdu. Soit ils disent, non, nous, on ne veut pas de cette maison, on ne veut pas le prêt. Ils vendent la baraque et ils donnent, si la banque a encore 20%, si le prêt dû à la banque représente encore 20%, ils donnent 20% du montant de la vente à la banque. Et puis c'est réglé comme ça. La banque ne prend aucun risque. Moi, qui ai emprunté sur 50 ans, je ne prends pas plus de risques que quand j'emprunte sur 30 ans. Donc finalement, le délai d'emprunt, le plafonné à 25 ans, ça n'a pas de sens à mon avis. On devrait laisser les banques complètement libres de choisir. Complètement libres de choisir. Elles empruntent sur le temps qu'elles veulent. Pour moi, il n'y a aucun problème. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, mes enfants, après, décideront s'ils gardent la maison ou s'ils ne gardent pas la maison. Et moi, alors j'ai vu dans une autre vidéo que j'ai faite des commentaires qui disaient « Oui, mais quand tu empruntes à 50 ans, tu vas surtout rembourser les intérêts. » C'est moi que ça regarde.
c'est moi que ça regarde en tant qu'emprunteur. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un débile mental. Donc, globalement, si je ne suis pas sous tutelle ou sur curatelle, ou si je ne suis pas un enfant, j'ai la possibilité de choisir. On me considère seulement intelligent pour choisir le président. Donc, je peux choisir mon prêt immobilier. Et si j'estime qu'il est dans mon intérêt que la banque me prête de l'argent sur 50 ans, où je rembourserai d'abord des intérêts, beaucoup d'intérêts pendant pas mal d'années, avant de payer le capital, c'est moi que ça regarde. Donc laissons les gens faire comme ils le veulent, ça regarde la banque et son client. Il n'y a pas de risque bancaire lié à ça, il n'y a pas de risque supplémentaire pour le client lié à ça. Voilà, on laisse faire. L'apport personnel. Moi je pense que moins l'État moins l'administration se mêle de notre vie, mieux c'est. Qu'elle mette des limites comme le 35% d'endettement, parce qu'on voit que sinon ça peut créer des crises immobilières comme les subprimes, parfaitement normal. Parfaitement normal. Mais après, qu'elle se mêle le moins possible des choses. Je dois pouvoir emprunter sur de très très longues périodes si j'en ai envie. Et si la banque est d'accord pour me prêter. Mais ça, c'est un accord entre la banque et moi. Les banques exigent davantage de mise initiale. Plus l'apport est élevé, moins vous avez besoin de recourir à un emprunt et plus le risque diminue pour la banque. Actuellement, le taux d'apport se situe au bas mot, autour de 20% du montant d'une opération. J'avais fait une vidéo là-dessus. On était passé en janvier 2022 de quasiment sans apport. Vous pouviez emprunter quasiment sans apport. C'était ridicule, hein, les montants étaient... Je les ai plus en tête, je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'était 5 000 euros, la moyenne. 5 000 euros. Et aujourd'hui, on est à 20% du montant. Et même chose, je n'ai plus le chiffre en tête, donc retenez pas le chiffre exactement, mais 50 000 euros, vous voyez. Donc on est passé vraiment de 5 000 euros à 50 000 euros, c'est-à-dire que l'apport personnel fait x10. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Je ne vous dis pas que le chiffre est exact parce que je ne l'ai plus en tête. C'est un vieil article que j'avais lu là-dessus, qui avait fait des statistiques là-dessus. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et quatrièmement, l'épargne post-crédit. Impossible de mettre tous vos œufs dans le même panier de l'apport personnel. Il faut garder une épargne de précaution pour faire face à d'éventuels coûts et coûts imprévus. Une épargne équivalente à 6 mensualités de crédit est requise pour sécuriser la banque. Alors je ne crois pas que ce soit des règles, ça, du HCSF, donc c'est des règles intrabancaires. Il me semble, hein, dites-moi si vous savez dans les commentaires, mais il me semble. Bon. En fait, il y a deux choses. Soit c'est une règle du HCSF et pourquoi ? Soit c'est une règle intrabancaire, c'est-à-dire la banque a décidé, et après tout, c'est elle qui te prête de l'argent, elle a le droit de mettre ses dispositions. Vous voyez. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Un nouveau critère est apparu en 2023 à la faveur d'une réglementation beaucoup plus restrictive et de la pression inflationniste sur les coûts de l'énergie. La qualité énergétique du logement convoité. Les banques scrutent davantage le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, obligatoirement fourni par le vendeur à l'acheteur dans le dossier de diagnostic technique. Renforcement de l'apport personnel. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un problème, mais j'ai toujours dit que ce DPE, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne sauvera pas Gaïa, parce que les maisons françaises sont mieux isolées. Ce n'est pas les maisons françaises, ce n'est pas votre perte d'énergie qui fait qu'il y a un réchauffement climatique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, même si on vous mettait sous cloche, si on mettait la France sous cloche, ça ne changerait rien du tout à l'émission de la planète. Parce que l'Inde et la Chine accélèrent énormément leurs émissions de CO2, mais accélèrent très très fort. Et tous les 6 mois, en fait, tous les 6 mois, l'augmentation de leur émission de CO2, de l'Inde et de la Chine, hein, chacune séparément, ça équivaut à tout ce que l'on consomme, nous, en CO2, en France. C'est-à-dire, tous les 6 mois, la Chine, pour prendre un exemple, son augmentation de CO2, c'est ce que vous consommez en un an. Donc, on peut vous mettre sous cloche, ça ne changera rien. Du coup, le DPE,
il ne change rien, il n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous, ça vous fait consommer moins d'énergie, très bien, mais vous êtes un grand garçon ou une grande fille. Vous êtes capable de juger, ça a un intérêt pour vous. Voyez ? Donc ça n'a techniquement aucun intérêt pour Gaïa, pour la planète. Par contre, vous voyez, ça fait déjà chuter le prix des maisons de ceux qui vendent, fortement. Là, on va voir que ça va le faire encore plus chuter, mais ça fait chuter le prix des maisons de ceux qui vendent parce que les acheteurs font attention et en profitent pour négocier. Ça fait chuter tout le marché immobilier parce que, comme le reste du marché est bloqué, eh bien, c'est les ventes à la marge qui font baisser le marché. Et ces ventes à la marge, c'est les gens qui sont obligés de vendre, soit parce qu'ils ont un mauvais DPE, parce qu'ils ne peuvent plus louer, soit parce que héritage, divorce, changement de vie, etc. Donc, mais tous ceux qui ont un DPE, mauvais DPE, et qui louaient avant, sont obligés de vendre. Et du coup, ça fait baisser le marché de l'immobilier. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on voit que les acheteurs, eux, de leur côté, on pourrait dire c'est super, les vendeurs ont des problèmes, mais les acheteurs vont pouvoir acheter. Et non, parce qu'on voit que les acheteurs, eux, de leurs problèmes, ça leur crée de leur côté, ça leur crée un véritable problème. Pourquoi ? Parce que les banques regardent le DPE et le prennent maintenant comme critère pour la vente. Mais pour des raisons, vous voyez, genre, pour des bonnes raisons. J'en veux pas aux banques. Vous allez voir les raisons. Elles sont tout à fait justifiées. Renforcement de l'apport personnel. La performance énergétique d'un logement a en effet une incidence sur sa liquidité, son prix futur de revente et sur les dépenses des emprunteurs. Un bien mal isolé sera gros consommateur d'énergie et va alourdir la facture du ménage en hiver comme en été. Si vous achetez un logement de la classe F ou G, la banque va s'assurer que vous êtes en mesure d'assumer des dépenses énergétiques élevées, chauffage, éventuellement électricité pour la climatisation. Et pour ce faire, limitez votre taux d'endettement bien en deçà de 35% légaux. La banque va juste vérifier que vous pouvez vous chauffer. Vous voyez, c'est quand même très intrusif. Avant, elle ne faisait pas ça. Le problème était le même. Votre chauffage, le problème était le même. Mais la banque n'allait pas vérifier si vous aviez les moyens de vous chauffer. Maintenant, elle va vérifier ça en plus. Vous voyez que c'est quand même hyper intrusif. Certains établissements accordent le financement uniquement si vous avez la capacité d'intégrer les travaux de rénovation énergétique dans le crédit principal. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Société Générale s'effondre en ce moment en bourse. Pas le DPE, excusez-moi. Mais la Société Générale a pris des engagements environnementaux et elle dit on va de moins en moins financer l'industrie et le pétrole. Oui, pas de chance, le pétrole est en train de monter, donc les entreprises qui font du pétrole comme Total gagnent énormément d'argent, et du coup les actionnaires de la Société Générale disent mais attendez, ces boîtes elles gagnent plein de fric, vous voulez dire que vous n'allez plus les financer ? Mais nous en tant qu'actionnaires on va perdre de l'argent, tous les taux d'intérêt qu'ils auraient dû vous payer ils ne vont pas vous les payer, c'est vos concurrents qui vont récupérer le marché. Et du coup la Société Générale se plante. Et en fait on a de plus en plus de banques qui se mettent comme ça des objectifs environnementaux et qui vont dire « Ok, on vous prête l'argent uniquement si vous pouvez faire les travaux de rénovation. » Je pense que c'est une erreur, mais bon, c'est la politique de la banque après, c'est à elle de choisir, mais je pense que c'est une véritable erreur parce qu'une banque, à mon avis, a pour but de prêter et pas d'engagement environnemental à avoir, c'est pas son problème. Son but, c'est de prêter de l'argent et de gagner de l'argent. Donc là, je pense que c'est une erreur, mais malgré tout, elles ont le droit de le faire. C'est à la fois légal et puis c'est elles qui ont l'argent, elles choisissent bien à qui elles veulent prêter. Mais là, j'ai rien à dire là-dessus. Quand d'autres exigent un apport personnel plus conséquent qui peut représenter un tiers du prix du logement. D'autres, plus rares, encouragent les acheteurs d'un bien énergivore et accordent un prêt à taux bonifié.
si des travaux sont planifiés. Vous voyez, il y a un côté environnemental, moi, qui me gêne beaucoup. Mais je comprends si certains d'entre vous trouvent que voilà, il faut absolument sauver Gaïa, très bien. Mais pour moi, ce n'est pas le travail d'une banque, quoi. D'autres plus rares encouragent les acheteurs d'un bien énergivore et accordent un prêt à taux bonifié si les travaux sont planifiés. Solliciter les services d'un courtier en crédit immobilier, lui, sera frappé à la bonne porte et obtenir le financement de votre projet immobilier aux meilleures conditions. Bon, je crois que Magnolia est un courtier en prix immobilier, donc allez le voir. Allez sur le site, j'ai mis un lien. C'est pas sponsorisé, hein, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je me sers de leur article. La moindre des choses, c'est que je vous dise, bon, bah, allez voir. Ça n'engage à rien. C'est pas sponsorisé. Hein. Haro sur les passoires thermiques. La performance énergétique des biens immobiliers, en particulier des habitations, est de plus en plus prise en considération par les banques pour une simple raison. La loi climat durcit la réglementation sur les logements énergivores, excluant progressivement du marché locatif. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est l'une des principales raisons de la cata du logement locatif aujourd'hui. J'ai encore vu à Metz, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, à Metz, un 2 pièces, 259 candidats pour louer le 2 pièces. 259 candidats. Il n'y a plus rien à louer. Il n'y a plus rien à louer. Et ça va s'aggraver parce que G+ est interdit, G et F vont devenir interdits en location. Et d'ailleurs, la FNAIM et les professionnels disent, mais il faut absolument arrêter le massacre parce qu'on n'a plus aucun bien à louer. J'ai fait une vidéo là-dessus hier aussi. Un agent FNAIM sur 10 n'a plus rien à louer. Mais les gens vont vivre où? Les gens vont vivre où? Même chose dans l'article, je ferai peut-être une vidéo demain là-dessus. Dans l'article, je le disais, des étudiants qui sont obligés de renoncer à leurs études parce qu'il n'y a rien à louer dans la ville. Rien. Ils doivent renoncer à leurs études. Non mais c'est dingo, quoi. On est vraiment dans quelque chose qui ne va plus. Le gouvernement a mis en place un calendrier précis, et c'est ça que la FNAIM dit, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter ça, c'est plus possible, on ne tiendra pas. Cela a commencé en août 2022 avec le gel des loyers pour les logements classés G sur l'échelle du DPE. Est appliquée depuis janvier 2023 l'interdiction de louer les biens les plus mal notés de la classe G, donc les G+. À compter de janvier 2025, c'est au tour de tous les logements de la classe G d'être cloués au pilori. Et c'est un véritable... Et voilà, donc les G vont sortir au marché. Ils commencent déjà, hein, les GF commencent à sortir du marché parce que les propriétaires se disent le prix de mon bien immobilier va s'effondrer, donc il vaut mieux que je le vende tout de suite, et ça sera moins pire. Donc vous avez beaucoup de G et de F qui sont déjà sortis du marché locatif, qui sont en vente, parce que les propriétaires se disent, moi j'ai pas les moyens de faire les travaux c'est entre 1000 et 1500 euros le mètre carré, j'ai pas les moyens de faire les travaux, je vends tout de suite, parce que demain, ça sera pire. Quand mon bien sera interdit à la location, ce sera une catastrophe. Aujourd'hui, c'est déjà une catastrophe, mais moins. Et du coup, vous avez le nombre de logements à louer qui est en train de s'effondrer. Les biens de la classe F sortent du marché locatif à partir de janvier 2028. Enfin, en janvier 2034, les logements classés E seront eux aussi considérés comme indécents et interdits à la location. L'Île-de-France, ça représente, il faut savoir, hein, ça représente 30% du marché locatif. C'est gigantesque. Hein. Si les gens n'arrivent pas à se louer, et c'est... Vous voyez, les professionnels de l'immobilier disent que ils n'ont jamais vu ça. Autant de locataires pour un bien immobilier, ils n'ont jamais vu ça. Que c'est bien pire que l'an dernier. Donc c'est vraiment cette mesure qui est venue accélérer le problème. Et du coup, vous avez des loyers qui ont augmenté de 10% dans certaines zones. Moins de biens à louer, plus de locataires, terminé. Terminé. Je ne sais pas où on va finir. À mon avis, ça va être une catastrophe. L'Île-de-France est championne des passoires thermiques car près d'un logement sur 4
y affiche la classe F ou G contre 17% à l'échelle nationale. Selon le gouvernement, il y aurait environ 5,2 millions de résidences principales considérées comme des passoires thermiques sur le territoire national, chiffre qui grimpe à 7,2 millions si l'on ajoute les résidences secondaires et les logements vacants. 7,2 millions. Même si vous comptez occuper vous-même le logement que vous achetez, la qualité énergétique du bien reste très importante pour votre confort personnel et votre budget. Excusez-moi, mais les gens se gèrent. Mon confort personnel ne regarde que moi. Surtout pas mon banquier. Mon confort personnel ne regarde que moi. Ni le gouvernement, ni mon banquier. Je veux bien que mon budget, mon banquier regarde, puisqu'il me prête de l'argent. Vous voyez, il ne faut pas tout confondre. Également, parce que la vie d'un prêt immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Vous pourriez avoir besoin de le revendre avant le terme du crédit. Or, les biens mal classés sont toujours décotés. La baisse du prix de vente pouvant aller jusqu'à moins 30% par rapport à un bien vertueux. Donc le DPE, on voit que c'est devenu quelque chose d'absolument essentiel dans l'achat immobilier et un mauvais DPE risque de vous poser d'énormes problèmes dans votre achat immobilier. La banque va le regarder de près, de très près. Vous devez, vous, faire très attention à ça quand vous achetez un acheteur. Mais tout ça va engendrer fatalement, une baisse forte des prix de l'immobilier dans les mois qui viennent. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi, si vous êtes pour l'intégration finalement du DPE dans les critères de prêt immobilier, ou est-ce que vous pensez que ça ne regarde pas la banque? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.